bonsoir à toutes et tous. Donc voilà, officiellement ouvert ce webinaire co-organisé par l'Académie des écrivains publics de France et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour ce temps d'échange, hein, ce temps qui s'est présenté justement entre nos deux réseaux qui se connaissent depuis plus de 10 ans autour de qu'est-ce qui a changé un peu dans les pratiques, dans l'accueil des personnes en situation d'illettrisme et d'électronisme et comment on peut pousser un peu l'interconnaissance entre nos réseaux, la bonne connaissance de l'écosystème sur les territoires et ouvrir un peu euh, un panorama un peu conjoint, côté illettrisme et côté écrivain public, et puis le retour sur quelques ressources en laissant encore une fois la part belle aux échanges. Et donc peut-être pour se connaître un petit peu, je vous propose d'abord un petit sondage d'abord pour voir qui sont les participantes et les participants à ce webinaire. Donc, vous allez voir, on va vous proposer de sélectionner si vous êtes, voilà, si vous êtes plutôt du réseau des écrivains publics ou du réseau des acteurs de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme à travers le petit sondage qui apparaît à votre écran. On va se laisser une petite minute pour y répondre. Je pense que c'est toi, Louane, qui verra un petit peu le taux de participation. Bon, on va On pouvoir laisse arrêter encore. le Ouais, on arrête. sondage. Allez, c'est parti. Donc on Salut a à tous. Bonjour, Élise. 71% d'écrivains publics et 29% d'acteurs de la lutte contre l'illettrisme. D'accord, très bien. Bon. Très éclairant. Alors écoutez, pour vous plonger dans le sujet, alors là c'est un peu une avant-première, on vient de réaliser une petite capsule de témoignages de personnes sorties de l'illettrisme, passées par des actions de remédiation, de formation. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'est ce temps fort des Journées nationales d'action contre l'illettrisme en septembre. C'est un moment pendant lequel on va justement proposer de nouvelles capsules vidéo pour donner la parole aux personnes. Mais là, on a fait un petit montage qui va nous plonger dans le sujet. Et je vous propose, mesdames intervenantes, de couper les caméras et Louane de diffuser. Moi, c'est la prise de parole en groupe, le manque de confiance en moi et le stress. C'est vraiment la confiance en moi, m'ouvrir avec tout le monde, avoir de la communication, ne pas peur de s'engager. Je ne sais pas lire, ni écrire, donc moi, ça me fatiguait. Parce que je ne savais pas, il faut apprendre tel métro, il faut aller dans telle adresse, surtout dans les arrondissements. J'ai pas les mots professionnels pour m'exprimer ou pour expliquer une situation. C'était compliqué pour moi de prendre le métro. Au tout début, c'était difficile pour moi de savoir le bon arrêt ou descendre, par exemple. Il fallait que je continue la formation pour pouvoir apprendre et puis avoir l'autonomie aussi. Parce que je ne peux pas être tout le temps derrière la personne, comment on fait ci, comment ça. Donc j'aurais préféré apprendre et faire les choses tout seul. On a mis un nouveau logiciel, donc il faut comprendre le logiciel. Et à chaque fois, pour moi, c'était comme un handicap. Toujours demander à une de mes collègues. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ça les embêtait en fait. Donc du coup, j'ai pris sur moi et j'ai dit non, il faut que j'ai quand même 57 ans et je veux quand même réussir de mes propres moyens d'apprendre. Et cette formation, elle m'aide énormément. Hein. Remplir un document personnel tel que les impôts ou autres, c'est assez compliqué, même si maintenant j'y arrive, mais ça reste compliqué. J'ai toujours besoin d'une tierce personne. En fait, c'est la formatrice de Lyon Sud. Elle m'a proposé cette formation. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas, donc voilà. Oui, c'est ma propre initiative. Parce que vivre dans un pays comme la France, ou surtout à Paris, tu ne sais pas lire ni écrire, je ne sais pas si tu peux t'en sortir. Suite à l'échec de mon concours d'aide-soignante, la CAD, elle a compris que j'avais besoin d'aide pour mieux mettre en œuvre mon projet professionnel. Elle m'a dit, Marie-André, il y a un projet qui va se mettre en place au sujet d'une formation. Est-ce que vous vous intéressez? J'ai dit, bah oui, il n'y a pas de souci.
Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, Je viens de Mulhouse, une petite ville en Alsace. Il y avait un savoir pour réussir à Mulhouse, donc j'y allais déjà. On m'a dit qu'il y en avait un sur Paris, donc je suis tout de suite venue les voir et on a fait les tests pour que je puisse entrer en formation. Alors cette formation, on a donc la formatrice, ça s'appelle Fanny Couvreux. Elle a dû appeler ma cadre pour proposer cette formation pour moi. Donc ma cadre m'a convoquée, m'a demandé si ça m'intéressait. Donc j'ai dit oui. Ça sert pour le travail parce que j'écris au travail, parce que voilà, quand j'ai pas tous les éléments du patient, et qu'il faut me donner la date de naissance, le nom du patient, le prénom, le produit de sanguin. Voilà, donc quand j'ai pas tous les éléments, j'appelle mes collègues et mes collègues me donnent tous les éléments. Je prends une note sur le papier et puis voilà quoi. ça a changé énormément parce qu'aujourd'hui, moralement, franchement, je me sens confiante, je me sens forte et je sens que je suis, même autour de moi, même mes collègues me disent que voilà, ça se voit que cette formation m'a donné beaucoup de force, beaucoup de bagages pour avancer. Il y a des choses que je peux faire maintenant, par exemple aider des camarades de classe sur des documents ou aider des connaissances sur des documents, pouvoir aller ne serait-ce que sur amélie.fr. Avant c'était un peu compliqué, j'y arrivais mais c'était embêtant. Et là ça passe crème, on va dire. C'est une formation que je conseille à des gens comme moi. Il n'y a pas d'âge, de toute façon, pour apprendre, on apprend toujours. Hein. Oui, c'est une formation vraiment enrichissante. Moi, j'ai des grands projets. Moi, mon projet, je veux que tous les gens dans ce monde doivent apprendre à lire et écrire. Si les associations pouvaient sortir pour aller encourager des jeunes dans les rues, pour les demander les niveaux d'études, s'ils savent lire ou pas. Parce que moi, il n'y a pas d'association qui est venue vers moi. C'est moi, je suis parti j'ai commencé à chercher une association pour savoir lire et écrire. Voilà, donc on est tout de suite au plus près de la parole du coup des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme et à l'électronisme. Et pour comprendre ce dont on parle, d'abord, on va dire quelques mots des deux réseaux que sont la NLCI et la EPF et les objectifs, hein, un peu les cibles qu'ils recouvrent l'un et l'autre. Et je vais proposer à Véronique Joulier, qui est chargée de mission pour la NLCI en Occitanie, de nous présenter un peu la NLCI et l'illettrisme. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce webinaire. Vous parlez un petit peu d'abord du coup de la NLCI, vous présentez ce qu'est cette Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc c'est une agence qui a été créée en 2000 sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Elle fédère tous ceux et celles qui peuvent agir face à l'illettrisme et l'électronisme dans notre pays. Alors, comment elle est organisée? On a une équipe nationale au siège qui est à Lyon et un correspondant comme moi dans chaque région, y compris outre-mer. Donc forcément, on peut travailler en lien avec vous sur tous les territoires. Il y a 3 missions principales à l'agence. Mesurer l'illettrisme en France, avec une mission que l'on mène à la fois avec l'INSEE, puisque vous le verrez, on va vous donner quelques chiffres. Il y a notamment les résultats de l'enquête formation tout au long de la vie qui est sortie en avril dernier. Et on a également, nous, un observatoire au sein de l'agence qui travaille justement sur ces chiffres pour fournir des éléments un peu plus précis. On vous en parlera par la suite. La deuxième mission, c'est organiser et coordonner l'action sur les territoires parce qu'il y a énormément d'acteurs. La lutte contre l'illettrisme est transverse à différents acteurs, que ce soit des acteurs étatiques ou des organismes de formation ou tout le tissu associatif. On a évidemment une troisième mission qui est l'outillage de ces acteurs. Alors évidemment, on recense les pratiques réussies, mais on peut aussi avoir d'autres outils dont on va vous parler et qu'on peut mettre à votre disposition. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet parce qu'il est important d'être d'accord aussi sur les définitions et de parler de la même chose. Donc quand on parle d'illettrisme, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'illettrisme, on parle de personnes qui ont été scolarisées en France et qui, malgré la scolarité, n'ont pas acquis ou ont perdu
la maîtrise de la lecture, de l'écriture, du calcul, des compétences numériques de base. En fait, l'idée, c'est qu'elles perdent, leur autonomie face à des situations simples de la vie courante. Donc soit parce qu'elles sont sorties avec un niveau trop bas, au moment de la sortie de la scolarité, soit parce qu'elles n'ont plus mobilisé ces compétences, de base et elles les ont perdues au fil des années. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la personne a été scolarisée en France en langue française? Si elle a été scolarisée en France et qu'elle a perdu les compétences lecture, écriture, calcul, évidemment le numérique qui est très important pour être autonome dans la vie courante, alors on est face à une personne qui est en situation d'illettrisme. On distingue cette situation de la situation d'analphabétisme avec des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, que ce soit en France ou ailleurs. Et on la distingue également de la situation de français langue étrangère, où là, on a des personnes qui arrivent de l'étranger, comme si nous, on partait dans un autre pays, et qui donc doivent apprendre la langue de ce pays, avec la différence qu'elles connaissent déjà une langue maternelle à l'écrit, elles ont été déjà scolarisées dans leur pays initial, donc elles ont déjà tout un mécanisme qui s'est mis en place dans l'apprentissage d'une langue à l'écrit. Donc on fait bien cette distinction parce que les freins peuvent être différents, entre l'illettrisme, l'analphabétisme et le besoin d'apprendre le français en tant que langue étrangère. Alors, on a vu, ce qu'était l'illettrisme pour se mettre d'accord sur la définition. Maintenant, ce qui m'est souvent, en tout cas, pour mes collègues aussi, ce qui est souvent, évoqué, c'est: «Mais est-ce que les personnes qui sont en situation d'illettrisme sont des personnes qui sont dyslexiques?» Alors attention, c'est 2 choses bien différentes, l'illettrisme et la dyslexie. Dans le cadre de l'illettrisme, on est sur un fait, une problématique d'apprentissage. On n'est pas sur un trouble. La dyslexie, on est bien sur un trouble neurologique et il peut être compensé par un travail avec des spécialistes, notamment avec des orthophonistes. Donc, quand il est détecté, eh bien, on n'est pas forcément censé tomber dans l'illettrisme. Au contraire, on a plein de cas de personnes qui ont été détectées. Là, la détection se fait de plus en plus tôt. Donc, elles apprennent après avec les outils qui ont été, donnés par l'orthophoniste, elles apprennent très bien à lire, écrire, calculer, on parle de toute la série des 10. Quand on est en situation d'illettrisme, donc on n'est pas forcément en situation de dyslexie et pour autant, on a eu, une problématique d'apprentissage qui est pas forcément suite à un trouble neurologique. C'est vraiment un fait, qui fait que d'un ensemble de facteurs qui fait qu'on on n'a pas réussi à rentrer dans le système de l'écrit, soit parce qu'on est sorti, je vous le disais, avec un niveau très faible, soit parce qu'on a désappris au fur et à mesure des années. Évidemment, il y a des personnes qui vont cumuler, qui vont être à la fois en situation de dyslexie et en situation d'illettrisme parce qu'elles n'ont pas été détectées. Et il s'agit du coup de travailler sur les 2 champs, à la fois avec un spécialiste au niveau de la dyslexie et avec un formateur pour réapprendre à lire et à écrire. Maintenant, on va aborder l'électronisme parce que je sais qu'en tant qu'écrivain public, forcément, c'est quelque chose que vous devez aborder. On va le voir par la suite, mais votre métier, amène aussi à aborder cette problématique de l'électronisme ou de l'illettrisme numérique selon les terminologies que l'on veut utiliser. Quand on parle d'électronisme, on va parler du coup d'un adulte qui ne maîtrise pas suffisamment les outils numériques pour être, on va parler à nouveau de cette autonomie dans la vie courante, mais du coup pour accéder aux informations et les traiter et agir en toute autonomie dans la vie courante. Alors évidemment, il y a des personnes qui savent très bien lire et écrire et qui ont des difficultés avec l'outil numérique lui-même. On va parler d'inhabilité numérique. Quand on parle d'électronisme, pour nous en tout cas, ça va découler aussi de l'illettrisme, c'est-à-dire des personnes qui déjà sont en situation d'illettrisme et qui ont des problématiques en littératie, qui ont du mal à lire, à se repérer dans l'espace, au niveau de la page, web, ben, du coup, c'est très compliqué pour elles de rentrer dans l'outil numérique et de pouvoir se repérer, aller chercher des informations, les traiter. On pense notamment à tout ce qui est, le volet, gestion administrative que l'on a, souvent derrière l'outil numérique. Derrière l'outil numérique, vous avez, beaucoup en fait de contenu, à base d'écrits et de repères, dans l'espace. Donc à partir de là, une personne en situation d'illettrisme, on parle de double peine, à la fois d'illettrisme et d'électronisme. On a refait le point sur les définitions. Maintenant, on voulait vous donner un peu un ordre d'idée au niveau des chiffres, de l'illettrisme. Qui est touché par l'illettrisme en France?
Alors, j'ai ma collègue Élise qui va s'exprimer avec moi si elle est en ligne. On a eu dernièrement donc une grande enquête qui a été menée par l'INSEE. Vous pouvez retrouver tous les éléments sur INSEE Première, le numéro 1993. Cette enquête, elle a été menée, c'est une enquête formation tout au long de la vie. Elle est sortie en avril dernier. Et derrière cette enquête, on va découvrir les chiffres qui sont sortis, en tout cas les premiers chiffres. Vous en aurez d'autres au moment des JNAI en septembre. Alors au niveau des chiffres au niveau national, si on parle des difficultés à l'écrit, donc là on est bien sur la littératie, on a 1 personne sur 10 qui a des difficultés avec l'écrit. Ça représente 4 millions de personnes en France, donc 10 des 18-64 ans. Parmi ces 10 vous avez 4 des 18-64 ans qui sont en situation d'illettrisme. Ça représente 1,4 million de personnes, c'est-à-dire les difficultés les plus fortes par rapport à l'écrit. À cela s'ajoutent 2 qui ont des difficultés modérées, donc on va parler de remise à niveau, mais ils sont à la limite entre, voilà, s'ils ne retravaillent pas en fait la lecture, l'écriture, ils risquent de tomber fortement dans l'illettrisme. Et en plus, donc ces personnes, puisqu'on a parlé d'illettrisme, elles ont débuté leur scolarité en France. Si on rajoute à ces 6 les personnes qui n'ont pas forcément eu un début de scolarité à l'étranger ou qui n'ont pas été scolarisées, vous pouvez rajouter 4 de personnes qui ont des fortes difficultés à l'écrit. Voilà un petit peu ce que représentent les difficultés à l'écrit en France. Si on parle du calcul, puisque je vous ai parlé voilà, de la lecture, de l'écriture, du calcul aussi, si on parle du calcul, on a 9 des personnes de 18 à 64 ans qui sont en situation d'inumérisme. Donc en fait, c'est les grosses difficultés en calcul. Et 12 qui sont en difficulté, donc un peu plus large, difficulté en calcul. Donc ce chiffre ne tient pas compte du type de scolarisation pour le 12 Maintenant, si on parle de l'usage du numérique et du coup des démarches administratives qui peuvent être utiles via cet outil numérique, ben, les personnes qui sont en difficulté avec l'écrit, dans cette enquête, on voit bien qu'elles utilisent moins Internet. Par exemple, vous avez 17 des personnes en difficulté avec l'écrit qui n'ont pas utilisé Internet au cours des 3 derniers mois. En contrepartie, au niveau de la population générale, c'est seulement 3 Donc on voit bien l'importance voilà, quand on ne sait pas écrire, c'est très compliqué d'aller sur Internet. On a également 61 des personnes en difficulté avec l'écrit qui ont entamé elles-mêmes une démarche administrative au cours des 3 derniers mois, alors que sur la population générale, c'est 85 des personnes. Et vous avez également 25 des personnes en difficulté à l'écrit ou en calcul qui jugent qu'Internet complique les démarches administratives. Donc pour eux, c'est vraiment un facteur aggravant pour rentrer dans ces démarches-là, contre 10 de la population générale. Alors évidemment, il reste beaucoup à faire parce que pour certains, ces difficultés vont se cumuler. Donc 62 des personnes ayant une faible maîtrise de l'écrit ont aussi des difficultés en calcul. Et on va avoir aussi une corrélation avec le niveau de diplôme. 35 des personnes peu ou pas diplômées sont en difficulté à l'écrit et ou en calcul. Donc vraiment, ça peut vous donner un indicateur, le niveau de diplôme ou le fait de ne pas être diplômé. Également, quelques données qu'on a pu récupérer à ce stade-là, c'est la disparité territoriale, puisque dans les habitants des quartiers prioritaires de la ville, on a quand même 3 fois plus de difficultés à l'écrit que dans la population générale. Et au niveau des régions ultramarines, vous avez 25 des habitants qui sont en difficulté face à l'écrit. Donc vous avez, les premiers chiffres qui sont sortis de cette enquête, INSEE. Je vous rappelle que c'est, voilà, vous avez la synthèse de ce que je viens de vous dire. C'est des chiffres qui sont très récents et qui datent, d'avril dernier. L'agence et notamment via l'observatoire, travaille actuellement à l'analyse, des données qui ont été collectées et fournira des éléments plus précis, certainement sur, le profil des personnes concernées, connaître un peu plus leur âge, leur sexe, leur, lieu d'habitation, leur situation par rapport à l'emploi, tout ça viendra en plus à partir de septembre pour outiller les politiques publiques, et les actions sur l'ensemble des territoires.
Parmi les ressources à connaître, on vous disait que voilà, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme peut aussi outiller. Vous avez déjà pour vous un outil qui peut être intéressant, c'est le numéro vert, le 0800 11 10 35. Donc c'est un numéro vert qui est le même partout sur tout le territoire national. Et vous avez derrière une équipe, des correspondants en région ou des centres de ressources illettrisme qui répondent localement avec ce numéro vert qui est le même pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à le noter, à le retenir. Et enfin, on en a déjà un peu parlé en intro. On en parle maintenant, mais on en parlera aussi en fin de webinaire. Les journées nationales d'action contre l'illettrisme, un temps fort pour nous au niveau de l'agence, mais un temps fort au niveau national pour tous nos partenaires également. Ils sont autour du 8 septembre, qui est la journée mondiale de l'alphabétisation. L'idée derrière, c'est JNAI, on le met sous ce nom-là, c'est bien sûr de nommer le problème pour mieux le combattre, mais surtout susciter une prise de conscience que les personnes qui sont dans cette situation se rendent compte qu'elles ne sont pas seules, que ce phénomène est bien réel et le rendre visible pour qu'elles sentent qu'il y a des actions aussi sur le territoire, qu'il y a des personnes et des structures en local qui peuvent les accompagner. Donc c'est important, si vous voulez mettre en avant ce que vous faites, si vous voulez monter une petite action, vous avez un lien que vous aurez évidemment les éléments de ce webinaire. Vous allez en 3 clics pouvoir monter une action. On en parlera par la suite. Merci beaucoup, Véronique. En effet, j'ai mis dans le fil de conversation tous les liens vers les journées d'action, puisque nous avons tenu la semaine dernière un webinaire coup d'envoi sur ces journées. Donc vraiment, il est très complet. Vous avez un courriel, enfin une actualité de synthèse aussi sur notre site internet. Et donc le semainier thématique, puisque comme le disait Véronique, on va un peu occuper l'espace, la focale du 8 au 15 septembre, avec chaque jour une dimension clé en termes de chiffres mis à l'honneur pendant ces journées. Alors je cède tout de suite la parole à Sylvie Monteillé, administratrice de l'Académie des écrivains publics de France, pour voilà un peu pour tous les. Alors je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais les 40% d'acteurs de la lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme qui nous écoutent et qui connaissent moins bien ce réseau. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sylvie? Oui, merci Virginie. Eh bien, je vais commencer par parler de ce qu'est un écrivain public, bien que ça va être un petit peu redondant pour les professionnels ou les bénévoles qui sont là et qui le savent déjà. Donc, je vais présenter pour les autres. Un écrivain public, c'est une personne qui met ses compétences rédactionnelles au service d'autrui. Donc, l'écrivain public, c'est un métier, d'une part. Il existe environ un millier de professionnels en France qui exercent très majoritairement à leur compte. Alors, selon les statistiques qui ont été recueillies par le SNPCE, qui est le syndicat national des prestataires et conseils en écriture, l'écrivain public est plus souvent une femme de niveau Bac+3 et de 35 ans minimum. C'est donc un métier de reconversion. On a très peu de lycéens ou lycéennes qui vont qui vont avoir pour ambition de devenir écrivain public. On ne sait pas, ça va peut-être évoluer dans les années qui viennent. Alors, outre d'autres prestations qui ne sont pas, dont je ne vais pas parler ici, qui sont les ateliers d'écriture, par exemple l'animation d'ateliers d'écriture ou l'écriture de biographie, les écrivains publics, ils vont exercer soit à leur cabinet, soit chez eux ou dans des lieux de permanence. Ces lieux de permanence, ils vont recevoir donc des usagers, puisque s'ils exercent chez eux, ils vont recevoir des clients. Et dans ces lieux de permanence où ils reçoivent des usagers, la prestation est là gratuite, puisqu'elle va être facturée au lieu de permanence, qui est généralement une collectivité ou un service public, une mairie, un conseil départemental, un centre pénitentiaire, un CCAS, une médiathèque, etc. Donc vous avez aussi, ça c'est pour les professionnels, mais vous avez aussi des bénévoles qui peuvent exercer, accompagner des usagers dans ces mêmes lieux, dans des permanences, et qui sont aussi appelés écrivains publics également. Donc on a plusieurs groupements d'écrivains publics professionnels en France. Vous avez le GREC, qui est le groupement des écrivains publics conseils, et PACA Sud, qui sont les écrivains publics auteurs conseils associés, le SNPCE, le syndicat dont je viens de parler précédemment, et la EPF, donc l'Académie des écrivains publics de France, que je représente aujourd'hui. Pour dire un mot sur la EPF, elle a été créée en 1980 et elle met en place un agrément qui permet d'évaluer les compétences rédactionnelles et relationnelles de ses postulants pour un métier d'écrivain public qui n'est à ce jour toujours pas réglementé.
Voilà ce qu'il y avait à dire un petit peu sur le métier en lui-même, ou en tout cas la possibilité d'être écrivain public, soit en métier, soit de façon bénévole. Je crois que Virginie, tu nous présentes, ah oui, pardon, un graphique qui permet de découvrir des statistiques sur la population de 18 ans et plus, et son opinion sur lorsque vous ne parvenez pas à réaliser une démarche en ligne, qu'est-ce que vous préférez? Et puis, c'est une étude sortie du baromètre du numérique. Et donc, on voit l'évolution entre 2020 et 2022, puisque la part qui est réservée à « vous y arrivez toujours », c'est quand même fortement réduite, de 57% est passée à 43%. Et la part, on voudrait bien que quelqu'un vous montre vous explique comment la réaliser seul, c'est beaucoup agrandi à 40%. Et quelqu'un fasse la démarche à votre place et ne bouge pas. Donc, on voit aussi là ce que ça implique en termes de sollicitation, dont je vais tout de suite vous parler. Les sollicitations, quel que soit le lieu d'exercice, d'abord, un écrivain public, il est là pour écouter. Avant toute chose, il doit écouter, analyser, comprendre la demande, que ce soit du client ou de l'usager. Et puis, dans un deuxième temps, va s'engager un travail d'écriture. Les demandes les plus fréquentes, elles ont beaucoup évolué au fil des années avec la dématérialisation qui est arrivée. Il y a encore 10 ans, les écrivains publics, ils pouvaient rédiger un certain nombre de courriers majoritairement administratifs, mais aussi des courriers privés. On pouvait écrire, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, j'écrivais beaucoup de courriers pour des proches, pour des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, des voisins, etc. Et les sollicitations sont désormais beaucoup plus axées sur l'accompagnement aux démarches en ligne, un accompagnement numérique. Et l'écrivain public, il est devenu plutôt un dactylographe public, avec tout un champ aussi, un vocable là qui s'est développé, avec un accompagnant numérique, écrivain socio-numérique, aidant numérique, etc. Donc des appellations aussi distinctes pour un petit peu sortir de cette qualification d'écrivain qui a plus tendance à rester sur la rédaction, que l'on fait de moins en moins. Donc, il faut que les écrivains publics maîtrisent toutes les démarches dématérialisées des services publics, qu'ils puissent savoir rechercher les informations, communiquer aisément, se repérer sur Internet évidemment, et puis indiquer clairement à l'usager quels documents, quelles informations sont attendues de lui. Et ces nouvelles sollicitations, elles ont entraîné tout un tas de choses, et notamment elles ont modifié les relations entre l'écrivain public et l'usager. D'abord de façon physique pour commencer, puisqu'il y a encore quelques années, on avait entre l'écrivain public et l'usager rien. C'est-à-dire on avait une feuille de papier posée sur le bureau et puis sur laquelle on écrivait. Et puis maintenant, dans tous les bureaux de permanence, il y a un écran d'ordinateur entre l'écrivain public et l'usager. Et donc c'est assez frappant de voir cet écran entre l'écrivain public et l'usager, de telle manière que moi, dans mes permanences, j'ai mis l'écran sur le côté, puisque je ne veux pas être coupée des usagers, je veux que la personne puisse voir aussi ce que j'écris. Et ce mur-là du numérique, qui est symbolisé vraiment par un mur, il accentue les demandes en ce sens, création d'une adresse mail, démarche à faire en ligne, l'incompréhension d'un mail reçu, l'incapacité à répondre à un mail aussi, à se rendre sur un site indiqué, sur un site internet, indiqué sur un courrier reçu, sans compter toutes les demandes qui peuvent être liées évidemment aux impossibilités de matériel numérique, scanner un document pour le mettre en pièce jointe, imprimer, se connecter avec un téléphone trop ancien, etc., etc. Je ne vais pas tout détailler ici, mais c'est extrêmement complexe tout ce qu'entraîne la dématérialisation aujourd'hui. Je crois qu'on a un quiz un quiz qui va être proposé, et je crois que c'est Louane va nous expliquer, voilà, c'est ça. expliquer comment il fonctionne. Alors, je vais dans un premier temps projeter un quiz pour les écrivains publics uniquement. Oui, parce que je vais ensuite sur la typologie des publics, et ça permet de pouvoir avoir une idée des écrivains publics si vous
en lien ou non avec des personnes en situation d'illettrisme. Maintenant que les définitions ont été posées ou reposées pour les personnes qui ne... On a plus de Alors, 50 personnes qui ont répondu. Donc, si je vous partage le résultat, est-ce que vous voyez les pourcentages? tout à fait. Oui. Très bien. Ce sera un peu étayé. Alors pour l'instant, on a perdu Sylvie. J'espère qu'on va la retrouver, Sylvie Monteillé, mais ce sera étayé aussi par le témoignage ensuite de Sylvie Maquet, pour le coup, et son expérience d'écrivain public en région parisienne. Alors maintenant, une question pour les acteurs, c'est ça, Louane? C'est ça, exactement, pour les acteurs de terrain. Voilà, on va pouvoir couper, Louane, si tu veux bien. Oui. Je pense qu'on a on a déjà une indication. D'accord. Bon. Alors, on creusera un petit peu les raisons de ce choix, en fait, hein, parce que est-ce que c'est non parce que on ne connaissait pas justement le rôle, le positionnement des écrivains publics? Est-ce que voilà, ça, on pourra le creuser dans les échanges tout à l'heure. N'hésitez pas également à réagir à ce sujet, hein, dans le fil de conversation, puisque ça nous fera matière tout à l'heure à l'animation des débats. Est-ce que nous avons retrouvé Sylvie? Ah voilà, Sylvie, moi je te voyais plus, tu étais restée figée. Voilà. Tout à fait, j'avais perdu Internet, donc Bon, merci. voilà, ça arrive à Valence aussi. Donc, je te propose de passer sur la typologie des publics dont tu parlais. Tout à fait. Du coup, j'ai pas eu la réponse au premier quiz. Est-ce que juste on peut me donner le pourcentage d'écrivains publics qui reçoivent des personnes en situation d'illettrisme? Alors oui. C'est pas grave, sinon je vais avancer sur la typologie des Là, publics. normalement. Alors non, c'est pas le bon autant pour moi. Voilà, normalement, vous avez le résultat. Ah, Tout à fait. super. Voilà. Ok, bah, très Parce que intéressant. 40% pensent être rarement, voilà, en contact avec des personnes. Et 49 souvent, 49% souvent. Ok, super. Sur la typologie donc, des publics, effectivement, que peuvent recevoir les écrivains publics, vous avez des personnes qui maîtrisent parfaitement l'écrit, mais qui ne se sentent pas l'éloquence d'écrire tel ou tel courrier. Ça peut être aussi des personnes qui, en d'autres circonstances, ont une éloquence à toute épreuve pour l'écrit, mais qui, pour des courriers administratifs, par exemple, ne maîtrisent pas des termes, des tournures, donc ils vont faire appel à un ou une écrivain public. Vous avez aussi des personnes qui ont perdu l'usage de l'écriture, notamment en raison de l'âge, en raison d'une maladie qui fait trembler les mains. Donc, vous avez des personnes de ce genre. Et puis, vous avez des personnes qui maîtrisent l'écriture, mais dans leur langue. On a parlé tout à l'heure, beaucoup moins en français. Donc, ils vont venir solliciter les écrivains publics en permanence. Des personnes qui maîtrisent l'écriture et le français, mais qui sont empêchées du côté du numérique, pour reprendre l'expression d'une dame que j'accompagne, qui disent ne rien entendre au numérique. Et puis là, toute démarche sur Internet, ça va devenir une source d'angoisse, de complications. Je répète ici que l'âge, parce que c'est important de le dire, je pense, l'âge n'a rien à voir avec la possibilité ou non de maîtriser le numérique. La capacité à se servir même très vite d'un smartphone n'a rien à voir avec la capacité à compléter une demande de complémentaire santé solidaire en ligne. On a vu le témoignage tout à l'heure de la jeune dame qui parlait d'aller sur le amélie.fr. Donc effectivement, ça n'a rien à voir. Et puis vous avez enfin des personnes qui ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture. Alors, soit qu'elles n'aient jamais appris, les personnes en situation d'analphabétisme, soit qu'elles aient oublié ce qu'elles avaient appris, les personnes en situation d'illettrisme. Voilà un petit peu pour les typologies de public. Alors, c'est sûr qu'on pourrait, voilà, on pourrait ouvrir le débat bien long encore, puisqu'on a régulièrement l'occasion de parler également de votre action dans le milieu pénitentiaire, de la place très particulière que tiennent vos interventions dans ce contexte, hein, là où l'écrit est absolument déterminant et la clé vraiment pour toutes sortes de demandes. Mais bon, ça, on en fera l'objet peut-être d'un prochain témoignage ou webinaire. Et là, on a voulu donner un temps, la parole pour un témoignage spontané de terrain à Sylvie Maquet qui intervient en Île-de-France parce que la participation à ce webinaire, je crois, Sylvie, vous a permis de sonder et vos pratiques et les pratiques des acteurs qui vous accompagnent pour savoir si vraiment vous étiez confronté à ce sujet finalement.
Mm. Tout à fait. Merci de me donner la parole déjà et bonsoir à tous. Donc effectivement, j'interviens au sud de la région parisienne. Je suis écrivaine publique depuis 6 ans. Parmi mes activités, je tiens 4 permanences hebdomadaires dans des structures différentes. Je ne vais pas vous les citer là, mais effectivement, dans mon petit tour d'horizon de mes partenaires, j'ai eu des réponses variées dont je vais vous parler. C'est vrai que quand vous m'avez proposé de témoigner, je me suis dit: «Bah, oui, ça peut être très très intéressant». Et puis quand je me suis mise à réfléchir au sujet, je me suis trouvée très vite, un peu «sèche» entre guillemets. Déjà la définition, en regardant la définition, je me suis dit: «Mais moi j'ai énormément d'étrangers dans mes permanences, donc ces personnes ne rentrent pas dans la définition déjà». Et puis après, j'ai fouillé dans mes souvenirs récents de permanence pour essayer de trouver des personnes qui auraient été, auxquelles j'aurais été confrontée dans une situation d'illettrisme. Et j'avoue que je me suis trouvée fort dépourvue, en fait, en fouillant dans ma mémoire et voilà, dans mes fichiers. Et je me suis demandé si j'étais vraiment la bonne personne, voilà, pour témoigner dans le cadre de ce webinaire. Et du coup, j'ai fait le tour de mes partenaires qui m'ont tous dit des choses différentes et assez intéressantes. Mais de manière globale, la question n'est pas vraiment posée, en tout cas dans mes permanences, n'est pas institutionnalisée. Et il y a des différences de pratiques selon mes partenaires. Donc, moi, j'ai eu l'impression de ne pas avoir été vraiment confrontée à la question, alors que je suis sûre que je rencontre régulièrement des personnes illettrées. Ce webinaire m'a permis de prendre conscience de ça, que pour moi, l'illettrisme, en tout cas, était un peu invisibilisé. Mais ça s'explique par plusieurs raisons. Donc d'abord, comme je vous disais, je reçois beaucoup d'étrangers. Il y a aussi une autre raison, c'est que dans certaines de mes permanences, il y a des accueils qui déjà filtrent les personnes et qui vont déjà lire les courriers et expliquer les courriers. Et donc celles qui m'arrivent dans ces permanences-là, les personnes qui m'arrivent dans ces permanences-là, ont déjà eu une réponse à ces difficultés liées à l'illettrisme et viennent me voir uniquement pour que je leur rédige un courrier. Une autre raison pourrait être aussi que, étant donné que les rendez-vous sont très courts, j'ai pas forcément l'occasion de détecter ça. En tout cas, il n'y a rien pardon, qui a été mis en place avec mes partenaires pour ça. Une dernière chose, j'ai sur mes 4 permanences, une permanence de démarche en ligne uniquement. Et donc là, l'illettrisme est certainement caché ou masqué par l'électronisme. Voilà, en préparant le webinaire, on s'est posé la question du fait qu'il pouvait peut-être être une porte d'entrée pour détecter l'illettrisme. Certainement, mais dans ces cas-là, il faut qu'on en reparle. Même dans certains rendez-vous, quand je suis confrontée à cette question-là, je me trouve des fois confrontée au manque de moyens, puisque je ne sais pas forcément orienter, étant donné, par exemple, dans une permanence, qu'il n'y a plus de bénévoles dans l'association qui permettait aux personnes de réapprendre à lire, à écrire. Voilà. Donc, je suis aussi confrontée à cette question-là. Dans une permanence pour laquelle je suis en lien avec le CCAS, on met en place actuellement des ateliers socio-numériques, enfin on va les mettre en place, on est en train, pour justement que les personnes retrouvent de l'autonomie et soient plus à l'aise avec leur démarche. Puisque les assistantes sociales en ont un petit peu ras-le-bol de faire beaucoup de récupération de mots de passe. Donc là, on n'est pas tout à fait dans l'illettrisme, mais on est quand même dans le souci de redonner de l'autonomie aux personnes. Voilà, pour conclure,
Je pense que je ne suis pas forcément représentative de tous les écrivains publics, hein. Le sondage de tout à l'heure montre qu'il y a beaucoup d'écrivains publics qui en tout cas, se disent, confrontés à l'illettrisme. Moi personnellement, ça m'a permis, une prise de conscience. Je pense qu'il y a quand même, cette question, à évoquer avec les écrivains publics. En tout cas, moi, je suis curieuse de savoir comment on peut repérer mieux et puis les moyens qu'on peut mettre en face. Merci beaucoup Sylvie. Vous êtes tout de même quand même représentative aussi de toute une part des écrivains publics, hein, puisque Véronique Joulier nous indiquait, c'est un peu à la genèse de ce webinaire, Véronique, que le fruit de tes rencontres avec des écrivains publics, justement, qui avaient un petit peu le même type de témoignage. Tout à fait. Moi, donc du coup, sur ma région, en Occitanie, j'ai eu, l'occasion de travailler avec une association qui a JRABCD et qui a en son sein des écrivains publics et c'est ma rencontre avec un écrivain public, à qui j'ai fait une sensibilisation, bien plus grande que celle que vous avez eue en 5 minutes, mais donc si on a eu le temps d'une matinée pour évoquer ce qu'était l'illettrisme justement, l'appréhender, pouvoir faire au moins avoir quelques éléments de repérage. Et à la fin, il est venu me voir en me disant: «Mais moi, c'est un pan de mon public et je m'étais jamais posé la question de pouvoir mettre cette petite graine à un moment donné qui fait que, pourquoi pas, il va se dire: "Mais peut-être que je pourrais réapprendre, puisqu'il y en a d'autres qui ont réussi. Moi, même à 50 ans, c'est possible et je peux réapprendre à être un peu autonome sur mes papiers, mes courriers". Cette autonomie, elle rend une liberté infinie à ce public-là et il s'est dit que mettre cette petite graine, ce serait intéressant et du coup est venue, l'idée de ce webinaire, ce soir de pouvoir en parler et que vous puissiez, avoir peut-être plus d'éléments et vous dire que, heu, près de chez vous, alors c'est dépendant d'une région à l'autre, mais il y a des solutions partout, ça c'est sûr. Une très jolie bulle poétique dans le fil de conversation qui reprend votre hésitation, Sylvie, avec les écrins publics. C'est très joli. Bravo sur voilà. Et en effet, c'est un peu ce qu'on entend du jeune homme tout à l'heure dans le témoignage, hein. Ce type de webinaire pousse vraiment à l'interconnaissance quand même des réseaux, justement au lien avec l'écosystème des deux côtés, puisque ce jeune homme disait moi j'ai dû aller moi-même chercher les associations qui pouvaient m'aider. Je pense qu'il faudrait les rendre davantage visibles. Vous verrez que ça va faire partie de nos enjeux, nous, en termes de stratégie, justement, à venir pour 2025-2030. On y reviendra tout à l'heure, mais nous, on va, grâce à cette nouvelle connaissance actualisée des chiffres de l'illettrisme et l'électronisme, réarmer un peu notre stratégie d'intervention, aller vraiment là où les besoins sont les plus importants. Et puis, voilà, en tout cas, on sait toujours, et là, je vais tout de suite céder la parole à Anne qui ne me contredira pas là-dessus, que les dynamiques d'information, de sensibilisation, de repérage sur le sujet sont toujours essentielles, répétitives, parce qu'il faut qu'elles le soient, quoi. Donc là, on va proposer peut-être un moment d'échange entre Anne Mességuet, qui est à l'équipe nationale de la NLCI, en charge également de la professionnalisation des acteurs, et Sylvie Monteiller, à nouveau autour de quelques axes qui vous a semblé un peu importants face à ce sujet. Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans la pratique quotidienne, hein, de votre activité, de votre métier, qu'on a bien cerné là. Sylvie, du coup, je me dis, bon, en fait, vous avez déjà accueilli des personnes en situation d'illettrisme. Comment est-ce qu'elles arrivent jusqu'à vous? Quels sont les principaux vecteurs qui les amènent jusqu'à vous? Alors, pour les personnes en situation d'illettrisme, comme pour les autres d'ailleurs, mais pour elles plus particulièrement, elles sont orientées. Je lisais Eliane, je crois, oui, Eliane de Grenoble qui parlait, c'est un petit peu la même chose. Elles sont orientées sur les permanences par d'autres acteurs, que ce soit des assistantes sociales, que ce soit France Travail, que ce soit voilà, d'autres, alors, le CCAS, les centres médico-sociaux, voilà, la mission locale pour des jeunes. Voilà. Ça va être d'autres acteurs qui vont les orienter sur la permanence, la mairie, et qui vont dire allez, voilà, ou France Service, qui va dire voilà, vous avez besoin d'aller là-bas pour faire une démarche particulière ou rédiger un courrier. D'accord. Ou le Et, bouche à et- oreille, évidemment, parce que le ah, bouche à oreille marche beaucoup, c'est-à-dire ouais. que une personne entend dire que voilà, j'ai fait faire mon courrier, j'ai fait faire telle démarche-là, donc elle va amener une autre personne ensuite.
D'accord. Et du coup, dans ces personnes que vous recevez, est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont du mal à parler de leurs difficultés? Est-ce qu'elles utilisent des circonvolutions, est-ce qu'elles mettent en avant une difficulté autre? Comment vous percevez ça en général? Alors, je trouve que là aussi, ça a beaucoup évolué avec les années, de la même façon que le métier lui-même a évolué. Il y a encore plusieurs années, on avait beaucoup justement de stratégies d'évitement qu'on entendait avec j'ai oublié. Quand je propose toujours de lire le courrier. Vous voulez lire le courrier qu'on a rédigé, et les personnes disaient: ah non, j'ai pas mes lunettes. Ah non, mais lisez-le, vous lisez bien. Ah oui, ou alors vous avez une très belle voix. Vous aurez entendu que ça n'est pas forcément le cas, mais donc et toutes ces stratégies-là maintenant plutôt disparu parce que les personnes sont vraiment écrasées par toutes ces démarches numériques à faire, l'urgence de toutes ces démarches et le nombre de démarches qu'il y a à faire. Donc, elles sont plus tellement sollicitées que ça devient à la fois très urgent. Donc, il y a tellement de trucs à faire, il faut les dire. Et Sylvie, juste avant, toutes les écrivaines publiques s'appellent Sylvie, vous l'aurez noté. Donc, Sylvie disait la porte d'entrée, et c'est vraiment, il est beaucoup plus facile, parce qu'il y a une notion de honte dans l'illettrisme, il est beaucoup moins honteux de ne pas maîtriser le numérique. Donc, il est beaucoup plus facile de dire: non, mais vous savez, moi, Internet, je ne sais pas trop ça m'en servir, j'y connais rien, c'est moins grave. Donc, quand on est à faire des démarches en écrivain public, on fait les démarches sur Internet, on dit: vous voyez, là, je fais ci, je fais ça. Ils disent: oh, non, non, mais moi aussi, j'y connais rien. Ah bon, ça pose pas de problème. Donc, ça peut être une porte d'entrée plus facile pour dire ensuite: mais ça vous intéresserait d'apprendre? Voilà. Et commencer par là, en disant, parce que sinon, la lecture, ça, vous gérez bien, et voilà, entrez par là pour étendre ensuite sur une autre question. Donc, ça devient plus simple de parler de ça en passant par Internet d'abord, qui devient une porte d'entrée, la non-maîtrise du numérique qui devient une porte d'entrée. Mmh. Et alors du coup, parce que vous installez quand même une relation un peu particulière avec ces personnes qui viennent vous voir parce qu'elles ont justement une urgence, elles ont une démarche, il y a quelque chose qui les inquiète, elles ont besoin d'aide. Donc, elles viennent vous voir clairement dans ce sens-là. Est-ce qu'il arrive justement dans ce cadre un peu particulier qu'elles expriment un besoin de monter en compétences? Ou Oui, alors qu'elles osent, voilà, qu'elles osent dire, même si elles vont pas dire peut-être explicitement, je voudrais aller en formation, mais du coup, comment vous pouvez, et je repense à ce que venait de nous dire Véronique avec cette idée de semer la petite graine aussi. Comment vous pouvez, je pense que vous êtes un acteur qui peut être très très important dans ce cas-là. Oui, ce qui est important là, c'est le rôle de confiance. C'est parce que des personnes viennent très régulièrement. Il y a peu de personnes qu'on voit. Il y a des personnes qu'on voit qu'une fois et on ne les revoit plus. Mais sur des permanences, les personnes viennent régulièrement. On les voit certaines une fois par semaine, et puis d'autres, on les voit 2 fois par mois, etc. Et donc, il va s'instaurer un lien de confiance qui s'établit d'autant plus facilement que l'écrivain public n'est pas une administration. On ne fait pas partie de France Travail ou de je ne sais quelle autre administration. Donc, on va s'établir un lien de confiance. Et ce lien de confiance, il permet de libérer une parole aussi, et de permettre à la personne de dire, mais voilà, moi, j'aurais bien quand même aimé apprendre. Alors, il faut souvent aussi tendre un petit peu des perches, ou alors la saisir dès qu'il y en a une qui est… Là, quand une personne me dit: oh là là, qu'est-ce que vous tapez vite, ou voilà, où vous savez y faire, je dis: ah oui, vous savez, ça vous pouvez le faire aussi. Ah bon? Et j'aime beaucoup dire qu'il y a des personnes qui l'ont fait, en disant: vous savez, j'avais une dame comme vous qui me disait aussi qu'elle ne savait pas faire, et puis un jour, je lui ai proposé une formation, puis elle a réussi. Ah bon? Ah oui? Et je vois dans le regard l'avenir possible, se mettre à regarder l'horizon comme ça, et puis je vois qu'il y a un possible différent qui existe là. Et d'un seul coup, je leur dis: écoutez, vous réfléchissez, puis quand vous revenez, vous m'en parlerez. Et j'ai même assez souvent des personnes qui reviennent la fois d'après avec un prétexte. C'est-à-dire, elles viennent me voir, elles me disent: ah, mais je reviens pour mon papier. Je dis: mais on l'a déjà fait ça, madame. Non, mais du coup, je me disais par rapport à ce que vous m'aviez dit. Et en fait, il n'y a pas de courrier à faire vraiment ce jour-là. C'était pour reparler de cette histoire de se former. Et voilà. Donc, et puis, voilà, l'idée, c'est de pouvoir les orienter justement ensuite. Mmh.
Très bien, ben merci beaucoup. Alors évidemment, on aurait pu continuer hein, à échanger, mais on va garder un petit peu de place pour les questions-réponses. Merci. C'est très intéressant et puis ce sur quoi vous bouclez l'échange puisqu'encore une fois, ce que tu dis là, Sylvie, c'est ce qui est vraiment au cœur des Journées nationales d'action contre l'illettrisme et c'est ce qui fait qu'on connaît un pic d'appel sur le numéro Illettrisme Info Service au moment des journées. C'est parce que justement, cette force du témoignage, on l'a vu, dans le film également, ce jeune homme qui dit: «Maintenant, moi, je voudrais que tout le monde sache qu'on peut réapprendre à lire et à écrire». Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on entend très, très souvent, cette volonté après de se dire: Aline Le Guluche également, qui a écrit un livre sur sa situation. J'ai appris à lire à 50 ans, le dit. Elle voudrait dire aujourd'hui aux jeunes qu'on peut se dire qu'on va mettre en place des stratégies de contournement, mettre un peu son problème dans sa poche, mais qu'en fait, notamment avec la dématérialisation, il reviendra à un moment ou à un autre et que vraiment des solutions existent. Donc, cette idée de dire je connais quelqu'un qui a pu, etc., quel que soit, moi, je crois que ça porte une grande force en propre là-dessus. Donc c'est très intéressant dans le film de conversation puisqu'on a déjà des gens qui se répondent. Est-ce qu'on peut trouver un mentor parmi les écrivains publics? Quelles sont les formations? Est-ce qu'il y a des journées d'acculturation? Donc ça c'est très intéressant. Il y avait une question sur la capacité à identifier un réseau des écrivains publics sur un territoire. Donc ça, bon, bah, tu as fait un peu au départ le court passage en revue des grands réseaux d'écrivains publics, mais bon, j'imagine qu'après, il faut là également, par le bouche à oreille, en se renseignant, enfin, le collègue en question, il se trouve que c'est le chargé de mission régionale de Guyane, donc c'est très spécifique. Mais après, bon, c'est pas une cartographie stricte. Peut-être qu'on peut prendre attache après aussi auprès du bureau pour en savoir plus. Qu'est-ce qui est possible? Oui, alors, comme je disais, il y a plusieurs groupements d'écrivains publics. Je pense que peut-être pendant que je parle, Sylvie peut donner des liens. Elle a donné notre site internet, mais elle peut peut-être donner les liens aussi des autres, du GREC, des PACA Sud et du SNPCE. Où vous aurez sur chaque site, chaque groupement, les professionnels qui exercent et leur zone d'activité. Ensuite, évidemment, il y a des territoires qui sont moins bien desservis en professionnels, mais vous avez, il y en a parmi les participants à ce webinaire, des écrivains publics bénévoles. Alors, généralement, ils et elles exercent plus en MJC, MPT, dans mairie, en médiathèque, etc. Donc là, il faudrait plus s'adresser pour le monsieur qui demande, il est trop haut dans les questions, je ne sais plus où il est, je ne sais plus comment il s'appelle. Monsieur, plus aux mairies, aux collectivités, pour voir si dans telle ou telle commune, vous avez des écrivains publics bénévoles qui ont été, qui exercent et qui peuvent, vers qui on peut les diriger. On a une très jolie boucle qui est proposée aussi par Florence Georgin d'ATD Carmonde, qui te demande ensuite si tu as eu parfois des retours de personnes aussi venant te signifier qu'elles avaient appris à lire après quand tu as allumé ce possible. Donc ça, voilà, on espère que ça fait partie aussi du quotidien des pratiques des, des, des- des écrivains j'imagine, sur les retours après des Oui, usagers à alors ce sujet. évidemment, elles viennent et puis j'en ai plusieurs qui sont venues ensuite, qui m'ont montré ce qu'elles avaient appris et j'ai notamment une dame qui vient parce que chaque fois qu'elle venait en permanence, elle m'apportait des gâteaux. Donc voilà, c'était mon petit plaisir parce qu'on m'apporte beaucoup de nourriture hein, en permanence. Et donc, et je lui avais dit, alors elle me tenait au courant à chaque fois qu'elle revenait en permanence pendant qu'elle se formait. Qu'elle n'était toujours pas autonome, elle continuait à porter les gâteaux. Et un jour, elle m'a dit, bon, je crois que j'ai plus besoin de vous. Et je lui ai dit, bah dis donc, mes gâteaux maintenant, Tintin, quoi. Et donc, elle passe quand même une fois par mois pour m'apporter des gâteaux. Parce qu'elle m'a dit, bon, j'ai plus besoin de vous, mais quand même, sinon vous allez finir. Parce que déjà que vous êtes toute maigre, après, il ne va plus rien rester. Donc voilà, elle continue à me nourrir. Donc oui, oui, non, elles passent régulièrement, les gens reviennent et elle me montre, elle a voulu un jour que je lui dise, que je lui fasse écrire un courrier. C'était assez incroyable comme moment parce que j'ai demandé à mon ancienne usagère de m'écrire un courrier.
Alors bon, on n'a plus beaucoup de temps. On va faire un petit mot sur la démarche Duplex. Après, vraiment rappeler que les équipes ANLCI, les centres ressources illettrisme, vraiment aussi également sont à votre écoute, hein. Si l'idée des journées d'action a allumé également là, une petite graine, si vous vous dites c'est peut-être le moment pour aller voir autour de moi, parce que c'est vraiment l'occasion aussi d'ouvrir les portes des structures qui peuvent agir, de rendre visibles les associations, les services publics, les collectivités, etc., qui ont une part à prendre sur le sujet. Et en ce moment, je mets tout de suite. Tu as coupé ton Alors micro, Virginie, on Virginie. ne t'entend plus. Ah, tout à fait, c'est le mur du son cette fois. Alors, oui, on a lancé une grande campagne nationale de recueil de contributions. On a déjà reçu, plus de 200, textes pour le coup, b alors n'hésitez pas vraiment à vous en saisir. C'est un espace, ce sont de courtes questions qui vous permettent de dire, quelles sont, vos pratiques en ce moment sur les sujets éventuellement liés à l'illettrisme et l'électronisme. On y entend beaucoup, Sylvie, cette question de la porte d'entrée en ce moment justement, par la question du numérique et qui est vraiment, un moyen pour aborder la question de l'illettrisme et vraiment après on propose, que vous puissiez nous en dire plus sur ce que sont, selon vous, les priorités d'action. Est-ce qu'il y a de nouvelles thématiques qui émergent? J'ai vu parler des gens du voyage dans la conversation. Est-ce qu'il y a des publics vraiment qu'il faut qui cibler, etc. Et on va vraiment lire avec la plus grande attention ces contributions qui vont être au cœur, vous le verrez, abonnez-vous à nos supports d'information, hein, nos ressources sont gratuites, on est partout voilà, sur les réseaux nlci.gouv, mais on va vraiment en faire un travail d'analyse et de contribution aux côtés de nos administrateurs, hein, qui sont les pouvoirs publics, les ministères, les grands opérateurs publics, privés, pour refonder, comme je vous le disais, la stratégie 2025-2030 d'action face à l'illettrisme et l'électronisme. Donc voilà, là, après, je te propose peut-être, Anne, un petit mot, hein, mais on enverra avec le replay plus d'informations sur l'une des modalités aussi d'action de l'agence pour embarquer les compétences numériques au rang des compétences de base. Et puis après, se tiendra à disposition, encore une fois, à votre écoute un peu partout. Bien sûr, oui, juste évoquer, on l'a bien vu, on l'a bien entendu, hein, que la question de l'électronisme aujourd'hui, elle est majeure, elle est quotidienne. Les gens sont en difficulté avec cette question du numérique. L'agence a initié en 2022 une démarche, ça avait même démarré un peu avant, mais je ne vais pas refaire toute l'histoire, nous n'en avons pas le temps, une démarche qui s'appelle donc la démarche Duplex. Et en partant de ce constat qu'effectivement l'environnement et les demandes au quotidien pour tout un chacun portaient de plus en plus sur la capacité à utiliser les outils numériques, le fait aussi, ce qu'a évoqué Sylvie, que les personnes sont plus à l'aise pour dire j'ai des difficultés avec l'outil numérique plutôt que de dire j'ai des difficultés avec la compréhension, la lecture, etc. Donc en fait, l'idée est venue de se dire mais il faut se saisir de ce levier du numérique pour proposer en fait aux personnes des formations qui permettent conjointement de travailler sur évidemment ces compétences numériques et en même temps de travailler sur les compétences de base et tout ça évidemment en partant des besoins concrets, des besoins quotidiens des personnes. Donc en fait cette démarche, elle nous a permis de former à peu près 25 personnes qui aujourd'hui sont en capacité de former elles-mêmes des aidants numériques, des médiateurs numériques, des formateurs, des formatrices, etc. Cette démarche, elle est basée en fait, la démarche Duplex, sur 4 piliers essentiels. Le premier, c'est évidemment un accompagnement humain qui est à la fois spécifique et qui est là pour soutenir la motivation, donner envie d'aller vers l'autonomie. Et dans ce que disait Sylvie, moi je reconnaissais tout à fait hein, ce rôle-là. C'est aussi évidemment l'idée de dire il faut repenser les compétences de base comme faisant partie de l'environnement numérique et travailler ensemble, c'est-à-dire on ne fait pas du français d'un côté, des maths de l'autre et de la bureautique. Je caricature volontairement. Partons des situations qu'on peut appeler justement dans notre troisième pilier des situations apprenantes, des contextes stimulants et puis qui ont du sens pour la personne, soit parce que ça répond à un vrai besoin quotidien et urgent, soit parce que c'est en lien aussi avec les centres d'intérêt personnels de la personne. Et tout ça, évidemment, comme on est quand même à partir du numérique, de se dire, la démarche Duplex, elle vise aussi à essayer de proposer des services, des contenus simplifiés, accessibles, rendre le numérique en fait plus inclusif
pour les personnes en difficulté. Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ce vivier de formateurs, et j'ai salué tout à l'heure Dominique Chaubet qui est avec nous, qui est en région PACA et qui fait partie de ce vivier duplex, mais en allant sur le site de l'agence, vous pourrez trouver plus d'infos et la liste des formateurs qui peuvent justement vous former pour mettre en place ce type de démarche, ce type d'approche. Si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevrez, donc on va vraiment sortir sous peu un petit film de présentation de cette démarche. Donc vous serez destinataire pardon, de ce petit film dès qu'il sera réalisé en étant enregistré sur le webinaire. Pardon. Donc on va juste s'arrêter à la diapositive suivante, mais on a déjà quand même dispensé beaucoup d'informations. Et vous recevrez tout ça également pour vous donner quelques rendez-vous, vous inviter à participer à la campagne de recueil de contributions, à suivre les journées d'action pardon, et les vidéos de témoignages qui seront diffusées à cette occasion. Je vais laisser mes collègues prendre le relais parce que je suis en train de perdre. Allez, je vais prendre le relais. Je sens que tu n'as pas de petit verre d'eau à côté. Donc voilà, des vidéos témoignages, on en a déjà vu un petit exemple, un petit extrait là aujourd'hui. Il y en aura d'autres qui seront disponibles pour les JNAI. Il y aura également un semainier spécial chiffres du 8 au 15 septembre. On vous a évoqué un peu des chiffres globaux au niveau national, mais voilà, ces chiffres sont en train d'être affinés, d'être exploités pour avoir plus d'informations. Et puis, Merci bien beaucoup, évidemment, Anne. le site de l'agence, sur lequel on peut retrouver tout un tas de ressources passionnantes. Et y compris sur le site de l'agence en ce moment, en page d'accueil, les thèmes du semainier. Donc, vous verrez qu'il y a une journée dédiée à la question du cumul des difficultés, une autre à la question de l'emploi, les personnes en situation d'illettrisme sont-elles demandeuses d'emploi, dans l'emploi, etc. L'Observatoire va pouvoir nous donner toutes ces informations, ces indicateurs, et on aura également un temps de connaissance de ces chiffres le 6 septembre. Donc, je vous invite vraiment à suivre régulièrement nos actualités. Et voilà, on est un peu dans les temps là. Encore un grand merci à toutes et tous pour cette participation. Et puis on vous enverra tout ce qui était au cœur de ces messages aujourd'hui et également les questions auxquelles on n'a pas répondu dans le fil de conversation, mais c'était très riche et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de solidarité dans les réponses. Donc c'est l'essentiel, mais encore une fois, des deux côtés, les équipes sont maintenant à votre écoute. Merci à toutes et tous. Et puis, écoutez, encore une fois, un rendez-vous sans doute pour l'information en fin d'année. Et puis avec le réseau, on travaillera aussi avec l'AEPF, avec Sylvie, au prochain rendez-vous à venir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont visionné, participé à ce webinaire. J'étais très heureuse de voir tout ce monde et je voulais simplement dire qu'effectivement, si Sylvie a eu une prise de conscience en préparant ce webinaire, sa prise de conscience m'a fait prendre conscience que comme ça fait très longtemps qu'on est partenaire avec la NSCI et que j'échange régulièrement avec eux, j'ai peut-être une position plus évidente par rapport à une personne en situation d'illettrisme et que c'était aussi l'occasion de pouvoir partager avec d'autres pour que ces orientations soient plus simples, cette sensibilisation et voilà, ça fait plaisir de partager avec des confrères et des consoeurs. Très bien. Et on donnera vraiment à entendre le numéro Illettrisme Info Service par la voix même des personnes concernées. Vous verrez avec tous ces petits témoignages directs à partir du 6 septembre. À Merci à bientôt. tous. Merci. Bonne soirée, au revoir.